janvier 1703, sur les hauteurs du Causse-Méjean, un jeune berger de Florac découvre le corps sans vie d'une fillette de 10 ans. Le cadavre est lacéré et vidé de son sang. Aucun témoin, aucun bruit, aucune trace fiable. Ce n'est ni la première victime, ni la dernière. Mais déjà, la rumeur court. Il s'agirait d'une bête. Cette scène, on l'attribuerait volontiers au Gévaudan. Elle lui ressemble en tout point. Pourtant, elle le précède de plus de 60 ans. Et elle est loin d'être unique. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés des bêtes dévorantes. Avant que le Gévaudan ne s'impose comme un mythe national, d'autres bêtes avaient déjà ensanglanté la France. Dans nos montagnes, nos forêts, nos campagnes isolées. Et chaque fois, un même motif. Pas mal de morts, des enfants souvent, des jeunes femmes, des bergers, des solitaires en outre. Et toujours une bête, insaisissable. Forêt de Benay en Touraine. Nous sommes à l'automne 1693, dans un territoire rural et boisé entre Chinon et Bourgueil. À partir du mois d'octobre, plusieurs enfants sont retrouvés morts ou gravement blessés dans les communes du Benay, Restigné, La Chapelle-sur-Loire et Saint-Nicolas de Bourgueil. Les victimes sont principalement de jeunes bergers envoyés seuls garder les troupeaux. Les premiers signalements font état d'un animal de grande taille, à la silhouette massive, qui attaque rapidement sans qu'on l'ait vu venir. Dans certains cas, les corps portent des marques de morsures profondes au cou, des lacérations sur les membres et parfois une petite partie du visage est carrément arrachée. Ces mutilations sont très rapidement jugées inhabituelles pour une simple attaque de loup, comme il en arrive souvent à l'époque. Nos balades en forêt n'ont pas toujours été sereines comme aujourd'hui. Face à la peur croissante, des battues s'organisent. Le 27 octobre, une première battue réunit une cinquantaine d'hommes de la paroisse de Benay. Mais aucun animal n'est tué. Une deuxième battue, élargie aux villages voisins, est menée début novembre avec l'aide de soldats du régiment de Touraine. Toujours sans succès. Certains témoins disent avoir aperçu une bête, je cite, plus grande qu'un loup, ou alors noire ou grisâtre, et surtout silencieuse. Vous parlez d'un témoignage. Les prêtres locaux, qu'on écoute volontiers en ce temps-là, évoquent une punition divine, tandis que d'autres parlent directement d'un maléfice lancé sur la région. La rumeur enfle, sans avoir pourtant beaucoup de sens. La bête serait un animal échappé d'un navire sur la Loire, ou un chien dressé pour tuer. C'est ce qu'on dit autour de la soupe dans les campagnes du coin. Pourtant, aucun élément ne permet de confirmer ces hypothèses. Les archives paroissiales, notamment celles de Benay et Restigné, rapportent des homélies de l'époque, appelant à la prière publique pour faire cesser les attaques. C'est tout. Que peuvent-ils faire d'autre en même temps ? Au total, sur les mois d'octobre et novembre 1693, on recense officiellement entre 6 et 8 victimes selon les sources. L'intendant de Tours, alerté par les curés de la région, ordonne un rapport, aujourd'hui perdu, mais mentionné dans les correspondances du moment. En décembre, les attaques cessent brutalement. Et pourtant, aucun animal n'a été tué, aucun suspect humain n'est inquiété, et l'affaire est close. Mais dans les mémoires orales de la région, on parle encore longtemps de la bête du bois de Benay. « 1703, dans les Cévennes. Dans les premières semaines de janvier, plusieurs enfants sont retrouvés morts dans les environs de Bar-des-Cévennes, Vébron et Florac. Le 8 janvier, une fillette de 10 ans est découverte sans vie par un berger, non loin de l'actuelle route de Saint-Laurent-de-Trèves. Son corps porte de profondes morsures,
Le cou est déchiré et les chairs du flanc ont été partiellement arrachées elles aussi. 2 autres victimes, âgées de moins de 12 ans, sont signalées dans les 15 jours qui suivent, dans un rayon de moins de 10 km. C'est quand même peu commun. Les prêtres de Florac inscrivent ces morts dans les registres paroissiaux avec la notation manuscrite inhabituelle « mort violente causée par une bête ou un châtiment de Dieu ». La population parle déjà d'une bête diabolique, furtive comme l'ombre. Certains habitants racontent avoir entendu un cri animal, jamais entendu dans ces forêts. Dès le 12 janvier, des battues sont improvisées par les habitants de Bar et de Saint-Julien d'Arpaon, armés de fourches et de vieux mousquets. Faut pas leur en vouloir, ils font avec les moyens du bord. 2 jours plus tard, un médecin de Florac rédige une lettre adressée au prévôt royal de Mende pour demander l'intervention de troupes, parce que les paysans, eux, n'arrivent à rien. Il affirme que les morsures ne sont pas faites par des loups communs, mais évoquent une mâchoire plus large et des crocs, je cite, comme ceux d'une bête exotique. L'hypothèse d'un fauve échappé d'une ménagerie itinérante est directement évoquée. On interroge un dresseur d'ours qui était de passage dans le village de Bédouès quelques mois plus tôt. Il nie toute perte et aucune trace ne vient étayer cette piste d'ailleurs. Le 20 janvier, un enfant disparaît à Saint-Laurent-de-Trèves. Son corps est retrouvé 3 jours plus tard, à demi dévoré, en contrebas du hameau. La peur gagne la population du coin. Vous imaginez bien qu'on n'a plus très envie d'aller se faire des balades au clair de lune. Et comme on est très dévot, des messes de supplication sont organisées. L'évêché de Mende recommande des processions pénitentielles pour faire cesser les attaques, comme si tout ce qui arrivait n'était que la faute des habitants du coin, des pêcheurs invétérés qui faisaient pleuvoir le malheur sur leur région. Le 28 janvier, 2 soldats détachés du poste de Florac patrouillent près du col de Montmirail. Ils disent avoir vu un animal noir, long, aux pattes étrangement basses, qui s'est éclipsé sans bruit. Aucun coup de feu n'est tiré. Les derniers cas signalés datent du 1er février 1703, puis plus rien. Comme si la bête avait disparu aussi vite qu'elle était apparue. Aucun animal n'est capturé, aucun responsable humain n'est identifié non plus. L'affaire est également close, en silence. Les registres reprennent leur cours habituel, mais dans les fermes des vallées et dans les carnets des missionnaires, on continue de murmurer que la bête est toujours là. En tout, elle aura emporté 45 personnes, adultes comme enfants, 23 garçons et hommes, 17 filles et femmes, et 5 dont on n'a jamais pu identifier le sexe, tant ils étaient abîmés. « 1809, au cœur de l'Ardèche. Nous sommes bien après l'histoire de la bête du Gévaudan, dans la région du Vivarais, entre Annonay, Saint-Agrève et les abords du Mont-Mézin. Une série d'attaques brutales secoue les villages au printemps. Dès le mois d'avril, les registres paroissiaux de Saint-Andéol, puis de Boré et de Lachamp-Raphaël font état de jeunes bergers attaqués alors qu'ils gardaient seuls leurs troupeaux sur les hauts plateaux. Le 12 avril, un garçon de 11 ans est retrouvé mort près du bois de Sagnes-Redonde. Le cou tranché net, le thorax éventré. Étrange cette bête, qui tranche les têtes. Le 17 avril, 2 sœurs âgées de 9 et 13 ans sont attaquées dans la même commune. L'une d'elles meurt sur le coup, l'autre succombe à ses blessures 2 jours plus tard. Les corps présentent des marques de morsures à la gorge et à la base du crâne, des signes que certains considèrent encore une fois incompatible avec une simple attaque de loup. En mai et juin, le nombre d'attaques augmente considérablement. On en recense au moins 6 dans un rayon de 30 km. Rapidement, les récits se répandent dans la presse locale. Le Courrier de l'Ardèche évoque une nouvelle bête, dont les méthodes rappellent celles du Gévaudan. Face à la panique, l'intendant de Privas mandate des vétérans de la garde nationale pour assister les battues villageoises. Là au moins, il n'y a pas que des paysans avec des fourches, on rappelle les soldats, même s'ils ne sont plus tout jeunes. Mais malgré tout, les battues ne donnent rien. Les paysans décrivent un animal furtif,
massif, à la robe noire ou brun foncé, plus grand qu'un chien, mais plus agile qu'un loup. L'évêché de Viviers ordonne des prières publiques. Vous commencez à connaître la chanson, en général, elle se termine par Amen. Le 3 juillet, une messe est célébrée à la cathédrale pour, je cite, la fin des morts en montagne. En parallèle, les gendarmes interrogent un colporteur de la région de Voray, suspecté de dresser des chiens d'attaque. Mais il est relâché, faute de preuves. L'été s'écoule, tranquille. Mais le 18 août, un adolescent est retrouvé mort près du col de l'Escrinet. Sa gorge est tranchée nette, là aussi, et ses vêtements sont en lambeaux. Ce sera la dernière attaque recensée dans la région. Étrange quand même, ce modus operandi pour une bestiole censée n'avoir que des pattes pas bien habiles, non ? Au total, entre avril et août 1809, 12 enfants et adolescents périssent dans des conditions similaires. Encore une fois, aucun prédateur n'est capturé, et aucune piste sérieuse ne survit à l'automne. L'affaire retombe dans l'oubli, mais dans les mémoires collectives, dans les veillées de Haute-Ardèche, la bête du Vivarais hante encore les contes locaux. Elle avait tué dans le même silence que sa célèbre devancière, mais elle n'a connu ni chronique, ni procès, ni héros pour tenter de l'arrêter. Attention parce que là on va parler d'une plage de date beaucoup plus étendue. Nous sommes entre 1977 et 1994 dans les Vosges. C'est quand même assez récent. Pendant 17 ans, les massifs boisés et les plateaux d'altitude du département sont le théâtre d'un phénomène inquiétant que la presse locale baptise vite la bête des Vosges. Tout commence en janvier 1977 dans la vallée du Rabodeau. Plusieurs brebis sont retrouvées égorgées dans une ferme isolée. Les blessures sont profondes, nettes, et les entrailles semblent extraites avec une précision peu commune. Dans les mois qui suivent, d'autres attaques surviennent à Raon-l'Étape, Étival-Clairefontaine, puis dans la vallée de la Plaine. À l'automne 1978, le phénomène s'étend au plateau de Saint-Dié et jusqu'aux forêts de Gérardmer. Ok, on n'est pas sur des êtres humains là, mais le nombre de victimes animales s'élève rapidement et s'étend à d'autres espèces. Moutons, veaux, chèvres, chiens de garde. Parfois jusqu'à 10 bêtes tuées en une seule nuit. Le mode opératoire reste toujours le même. Égorgement, éviscération, parfois consommation partielle des entrailles. Les gendarmes relèvent des empreintes, mais elles sont inclassables. Trop grandes pour un chien, trop arrondies pour un loup. Et puis un loup, depuis quand ça s'est égorgé ? Ça recommence donc ici. Des battues sont organisées dès 1981. On fait appel à des chasseurs expérimentés, à des louvetiers, parce qu'il en existe encore à cette époque, et à des pisteurs. En vain. Des caméras à déclenchement automatique sont installées, mais aucun cliché n'apporte de certitude. C'est encore tôt pour ces nouvelles technologies. En 1987, les hypothèses se multiplient. Certains parlent d'un fauve échappé d'un cirque. Le nom de la hyène revient souvent, à cause de la forme des traces et des morsures. Mais aucun cirque n'a signalé de disparition et aucune hyène n'a jamais été retrouvée, bien entendu. En 1990, un vétérinaire évoque un croisement improbable entre un molosse et un animal sauvage. L'hypothèse est reprise par la presse régionale, sans preuve tangible pourtant. On ne fait que spéculer. L'état-major de la gendarmerie nationale ouvre une enquête de longue durée. Les militaires compilent les attaques et il y en a beaucoup. Près de 300 entre 1977 et 1994, concentrés dans un rayon de 40 à 60 km autour de Saint-Dié-des-Vosges. Les rapports restent confidentiels et le public n'est informé que par bribes quand ça fuite dans la presse. En 1993, étrange mais vrai, le phénomène connaît une brusque accalmie. La dernière attaque est recensée au printemps 1994 dans une bergerie près de Corcieux. 4 moutons sont tués, puis plus rien. Plus jamais rien. Jamais on identifiera formellement un animal à l'origine des attaques.
Jamais on ne saura s'il s'agissait d'une seule bête, d'un groupe, d'un prédateur, d'un autre genre. L'affaire n'a jamais été classée officiellement. En soi, la bête des Vosges n'a tué aucun humain, mais elle a ravivé toutes les peurs rurales. Et elle reste encore aujourd'hui un mystère irrésolu dans les archives de la gendarmerie. À l'étranger aussi, des faits similaires ponctuent l'histoire. Je ne vous ai pris que l'Europe, parce que sinon, on est encore là demain. Je vous embarque en 1685 à Ansbach, au sud de l'Allemagne. Dans cette petite principauté du Saint-Empire romain germanique, une série de morts d'enfants alarme les autorités au printemps. Les victimes sont retrouvées dans les bois, autour du bourg, mordues à la gorge, les corps abandonnés sans trace apparente de transport. Très vite, les villageois évoquent la présence d'un loup géant. Alors, on commence à avoir l'habitude, les battues s'enchaînent, et en juin, un animal est abattu. Pour une fois, ils en trouvent un. Alléluia. Mais la panique ne cesse pas pour autant. Pour éteindre la rumeur d'un loup démoniaque, les autorités locales organisent une mise en scène. Le cadavre de l'animal est exposé au sommet de la potence publique. On l'affuble d'un masque humain taillé dans du cuir, d'un manteau d'homme, et on lui passe même des bottes aux pattes. Le tout est pendu au centre de la ville. Le message est clair, le monstre est mort. Il est puni comme un homme le serait. Mais le souvenir de ce loup costumé reste. Il entre dans le folklore sous le nom de Werwolf von Ansbach, le loup-garou d'Ansbach. Mi-homme, mi-bête, créature démoniaque qui vient exacerber un peu plus la peur. Puis en 1686, l'année d'après, cette fois-ci dans le Devonshire en Angleterre, dans la région de Dartmoor, où les landes sombres et les tourbières épaisses forment un paysage déjà hanté de légendes, les paysans commencent à rapporter la présence d'un chien monstrueux. Haut comme un veau, noir de jais, doté d'yeux rouges ou jaunes selon les versions, l'animal apparaîtrait au crépuscule ou lors des nuits de brouillard. Plusieurs mutilations de bétail sont attribuées à ce monstre, surtout des brebis et des veaux, retrouvés éventrés, mais sans trace de lutte. Les récits sont relayés dans les pamphlets locaux, puis dans la presse provinciale. Aucun décès humain n'est confirmé, mais l'animal devient une obsession régionale. Les pasteurs méthodistes l'évoquent comme le limier du diable. Les notables locaux offrent des récompenses pour sa capture, mais là encore une fois, rien n'y fait, on ne trouve rien. Cette créature du Dartmoor ressurgira 2 siècles plus tard dans la culture populaire. Sir Arthur Conan Doyle s'en inspirera librement pour créer la bête dans son roman Le chien des Baskerville. Ce n'est plus un loup, ni un chien, ni un démon, mais un mythe rural devenu littérature. Ces affaires n'ont pas fait trembler la cour. Elles n'ont pas eu de chronique dans les gazettes parisiennes. Elles n'ont pas produit d'icônes. Mais elles partagent une même structure. Un prédateur énigmatique, une population en proie à la peur, et quand même toujours une incapacité à nommer le mal. Ce que révèlent ces récits, ce n'est pas uniquement l'existence d'animaux tueurs ou insaisissables. C'est la mécanique de la peur. Une peur ancienne, celle du sauvage, de la nature dévoyée, de la bête qui ne devrait plus exister dans un monde civilisé. Mais aussi une peur plus sociale, celle d'un ordre qui chancelle quand l'État n'est plus capable de protéger, quand les autorités locales échouent à expliquer, quand le discours religieux perd de sa force, il reste la rumeur, il reste l'instinct et il reste la bête bien réelle. Dans ces brèches de l'histoire, les monstres apparaissent. Ils incarnent l'angoisse d'un moment, ils cristallisent les tensions d'une époque. Ce que la bête du Gévaudan a de plus que les autres, ce n'est pas sa sauvagerie, c'est sa réception, son écho, sa postérité. Elle arrive au bon moment, au bon endroit. Elle est relayée, interprétée, exploitée. Elle devient une affaire d'État, un enjeu de pouvoir et même un instrument de communication royale. Merci d'avoir suivi ce tout premier épisode de la saga de l'été 2025. On se retrouve dans quelques jours pour la suite. Si vous êtes aussi enthousiaste que moi pour cette saga, n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. C'est très important pour que je puisse continuer de vous raconter toujours plus d'histoires. Je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Comme c'est le tout début de la saga, n'hésitez pas à partager le podcast à votre famille, vos amis, ceux qui vont aimer cette histoire, et à vous abonner à Crimes oubliés. À très vite!